bonjour à nouveau. Dans notre première capsule, on a survolé brièvement l'histoire du commerce de la fourrure en Nouvelle-France au 19e siècle. Et là, on arrive au 20e siècle. Et notre objectif à tous, c'est de se concentrer sur l'industrie de la fourrure à Valleyfield. Mais avant d'aller plus loin dans l'histoire de cette industrie, j'aimerais faire une pause sur l'image, sur la représentation du castor, que l'on retrouve bien évidemment sur notre Saint-Sou, qu'on ne voit plus, mais il est quand même là. Alors, j'aimerais ça, Marcel, que tu nous entretiennes un peu sur le développement des différentes représentations que l'on a fait du castor à travers l'histoire. Donc, comment l'image du castor s'est développée dans notre imaginaire collectif, s'il te plaît. Ce qui est fascinant avec le castor, c'est qu'on est passé d'un animal qui a été trappé pour sa fourrure à un animal qui devient le symbole, qui devient l'emblème d'un pays. Par exemple, c'est en 1975 que, officiellement, tardivement, mais officiellement, le castor devient l'emblème du Canada, l'emblème officiel. Je tiens dans mes mains un sou de 1837 sur lequel figure déjà le castor. En 1851, c'est le premier timbre au Canada. Habituellement, les timbres sont à l'effigie du souverain ou de la souveraine. Mais là, le souverain, c'était le castor. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est l'utilisation du castor jusqu'à nos jours, mais par exemple, de la propagande. Par exemple, Adrien Arcand et les nazis avaient surmonté la croix nazie d'un castor. Il va servir dans la propagande de guerre, dire il faut aller se battre. Mais on va retrouver le castor dans des endroits où on ne l'attend pas. Il y a des chaufferettes beaver, il y a des remèdes pour enfants qu'on appelle castoria. Et même aujourd'hui, on se retrouve avec une compagnie qui s'appelle Green Beaver. Et donc, notre castor est devenu même écologique. On a des déodorants, on a des shampoings. Et donc, ça veut dire qu'encore aujourd'hui, c'est signifiant, ça représente l'ensemble de ce qu'est le Canada. Donc, à la fin du 19e et au début du 20e, le commerce de la fourrure est toujours un marché lucratif au pays. Et il semblerait que même Montréal est devenue à cette époque-là la capitale canadienne du commerce de la fourrure. Car il semblerait que à cette époque-là, je parle fin 19e, début 20e, on retrouvait beaucoup de détaillants, de grossistes, d'artisans, de patronistes. Alors, la vie qui était autour du commerce de la fourrure se passait beaucoup à Montréal. Alors, pour nous en parler, j'aimerais vraiment laisser la parole à Marcel parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses à nous apprendre sur cette période-là de notre histoire. Alors, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, Montréal est encore et toujours la capitale nord-américaine de la fourrure, loin devant Toronto et Vancouver. On a donc ici des marchands, des détaillants, et il y a un phénomène particulier dont on a des témoignages jusqu'à nos jours, c'est l'entraide entre deux communautés, c'est-à-dire les Canadiens français et les Juifs. Pourquoi ces deux-là semblent pactiser? Bien, on peut penser aussi que l'establishment montréalais anglophone, les snobs, les regardent de haut. Alors, ils vont s'entraider. Par exemple, il y a Dan Durand, qui est un jeune homme de Salaberry de Valleyfield, qui va à Montréal. Lui, il a comme idée de partir des vêtements pour hommes. Et il y a un marchand juif qui lui dit « Non, pars-toi un magasin de fourrure, même si tu ne connais pas ça. » Et il va l'aider de ses conseils. Il y a aussi à Beauharnois, Diomède Laberge, qui va lui aussi être aidé par un commerçant juif. Et c'est des prêts en consignation de fourrure. On dit aux gens, bon, bien, quand tu les auras vendus, tu me payeras. Des conditions de crédit. Donc, il y a une entraide qui se met sur pied, qui est valide pendant des années. Sauf qu'à la fin des années 20, c'est le début de la crise économique, c'est la Grande Dépression, et là, dans les années 30, ça va très mal. Et pour garder les agriculteurs, les fils d'agriculteurs sur les fermes, on pense mettre sur pied des renardières. Les renardières, c'est un élevage de renards, et on parle que dans ces années-là, je pense qu'un couple de renards valait quelque chose comme 750 $. Alors, c'est énorme. Et c'était une façon pour les agriculteurs à la fois d'avoir un revenu, mais que leurs fils
ne déserte pas la terre pour s'en aller en ville, essayer de gagner sa pitance. Donc, le slogan, et donc dans la région, on va en avoir partout. On va en avoir à Saint-Urbain, à Saint-Louis, même à Valleyfield, il va y avoir des renardières. À Melocheville, donc, ça va être une façon, le slogan était « Pas de dépression financière avec une renardière ».